En effet, je crois qu'on va pouvoir commencer. Je vais laisser encore les derniers arriver, voilà, puisqu'on va prendre à 18h. Déjà, merci à vous tous d'être présents. Voilà, je suis ravie de partager cette fin de journée à vos côtés et ce début de week-end. Voilà, ravie d'être là parmi vous pour partager l'énergie, voilà, insufflée au cœur de mon ouvrage qui s'appelle L'année du déclic et si c'était la vôtre. Et surtout, le résultat de l'enquête, le cheminement de l'enquête qui m'a amené jusqu'à ce livre, puisque pour me présenter à vous très rapidement en quelques mots, je suis journaliste. J'ai travaillé ces 15 dernières années en télévision, sur différents formats, news, magazines, séries documentaires. Je suis partie pour France 5 en immersion pendant 10 jours en sous-marin nucléaire. Bref, l'aventure, c'est l'aventure. Et peut-être que certains d'entre vous me connaissent au travers d'une émission que j'ai vraiment portée pendant bien 5 ans sur Direct 8. C'était une émission sur le bien-être. Pendant 5 ans, 52 minutes en émission quotidienne. Donc autant vous dire que j'ai été, à l'époque j'étais très jeune, même si tout est relatif. Autant vous dire que j'ai été en formation accélérée, comme je dis souvent, puisque j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des femmes et des hommes d'exception qui m'ont donné cette vision panoramique de la vie. Voilà, donc moi je ne me présente pas du tout à vous comme psychologue, psychothérapeute. Moi ce qui m'intéresse en tant que journaliste, et c'est vraiment ce que j'ai voulu porter dans ce livre, ce qui m'intéresse c'est la vie telle qu'elle se joue sur le terrain du quotidien. Voilà, parce que c'est là où finalement on est au plus proche de la réalité, au plus proche de la vérité. Moi je ne suis pas une grande adepte du dogmatisme d'une personne qui saurait déjà tout sur la vie, puisque la vie est quand même très subtile, que nous sommes tous singuliers, nous avons tous des enfances singulières, des parcours de vie singuliers. Donc ce qui m'a intéressée au travers de cet ouvrage, c'est finalement d'offrir la vie telle qu'elle se joue sur le terrain du quotidien de manière panoramique. Donc je me suis intéressée à des parcours de vie. Je suis une grande passionnée des parcours de vie, de la manière dont les choses se tissent. Et pour revenir un petit peu sur mon histoire, puisqu'elle est le point de départ de ce livre, donc j'étais en vitesse de croisière pendant des années, j'étais en zone de confort, voilà, 15 ans en télévision, et j'avais rejoint l'équipe de la quotidienne sur France 5. J'intervenais 2 fois par semaine comme experte conso, je faisais beaucoup de décryptage de produits, parce que j'ai toujours eu une ligne éditoriale très engagée dans tout ce que j'ai pu faire au cours de ces dernières années. Et un jour, fin de saison, le producteur me dit « Allez Charlotte, tu repars avec nous l'année prochaine ». Et là, je lui dis « Écoute, je ne suis pas sûre de repartir avec vous », ce qui est assez incroyable. En télévision, les gens paieraient pour aller à l'antenne. Je lui dis « Je ne suis pas sûre, peut-être qu'il faut que tu cherches quelqu'un d'autre ». Et là, il me dit « Charlotte, je te laisse 2 jours pour prendre ta décision ». Alors là, quand la vie vous laisse la possibilité du choix en général, au contraire, moi je trouve que c'est offrir un moment de démocratie à sa vie que d'avoir le choix. Et là, j'avais un week-end pour prendre une décision. Donc j'étais évidemment, première étape, j'étais dans le rationnel, j'avais fait ma petite feuille, j'avais mis oui, non, quel est l'intérêt à rester, quel est l'intérêt à partir. Et finalement, les heures avançaient de ce week-end et je n'arrivais pas à trouver la décision. Et je parle de ça parce qu'à chaque fois que j'en parle, c'est vraiment un moment d'émotion pour moi. Un moment, j'ai une amie qui m'extrait du groupe avec lequel je passais ce week-end et qui me dit « Charlotte, mais je te vois totalement en dehors de nous ». Et là, elle me pose la question, je me souviens de ce moment, elle me dit « Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ?» Et là, j'avais mes grosses lunettes de soleil, je commence à avoir les larmes qui coulent et je lui dis « J'aimerais tellement leur dire non ». Et en fin de compte, ma tête résistait, mais mon âme, elle, savait ce qui était le plus juste pour moi. Mais à ce moment-là, finalement, j'étais retenue, on en reparlera durant la conférence, j'étais retenue évidemment par la peur, et ce qu'il y a toujours après la peur, c'est l'ego. Voilà. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées au cœur de cet ouvrage, pour faire cet ouvrage, j'ai rencontré notamment Clara Guémard, qui est une grande femme, grande chef d'entreprise, qui est une des femmes les plus puissantes, et qui m'avait dit, vous savez Charlotte, quand on a un choix à faire, il y a 2 possibilités. Il y a le choix juste et le choix bien. Et quelle est la différence entre les deux? C'est que le choix bien, il est validé par la concertation collective, alors que le choix juste, et il flatte l'ego aussi, alors que le choix juste, c'est celui qui est en accord avec nos désirs les plus profonds et les plus intimes. Et je crois que les moments d'une vie, quand on arrive au rond-point et qu'on a un choix à faire, je crois qu'il faut garder en tête justement cette différence entre le choix bien et le choix juste. Et finalement, à ce moment-là où j'ai pris la décision
de dire non à des personnes, c'était pour dire oui aussi à mes envies, puisque j'avais depuis très longtemps l'envie d'écrire un livre, et qu'il m'avait manqué énormément de temps, et un livre, ça demande de la disponibilité d'esprit. Alors pourquoi je vous explique justement ce moment de mon parcours? Parce que finalement, il est exactement l'énergie, j'étais en train d'expérimenter ce que serait le déclic dont j'allais parler dans le livre, c'est-à-dire ce moment où on décide un moment de sortir de sa zone de confort, où on décide de passer de l'intention à l'action, où on décide finalement de porter un projet, de porter une ambition, où on décide d'oser faire ce à quoi on n'aurait jamais pensé, ce à quoi finalement on n'aurait jamais aspiré. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis intéressée à des parcours de vie. Alors pourquoi de personnalité? Tout simplement parce qu'on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Alors ça, c'est un formidable alibi pour ne pas passer à l'action, hein. Moi, j'ai lu le mental fournisseur officiel d'alibi. On a une imagination, mais débordante, pour esquiver, pour esquisser ce qui est finalement le plus juste pour nous. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ces personnalités dont on connaît tous finalement le versant sud, c'est-à-dire la réalisation, la réussite, la mise en lumière. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est le versant nord, c'est-à-dire tout le cheminement qui, à un moment, nous fait arriver là où on ne nous attendait pas et bien au-delà de nos espérances. Voilà, donc c'est finalement ce qui fait le lien entre tous ces parcours de vie, ce cheminement où à un moment, on transforme une épreuve en expérience, où on transforme un échec en réussite, où on transforme un non en oui. Et d'ailleurs, au moment de l'écriture de ce livre, je me souviens que j'avais regardé la soirée des Césars où Claude Lelouch était le président de la cérémonie des Césars en 2016. Et là, il commence son discours, donc on se dit, allez, ça va être encore les remerciements classiques. Et il commence son discours en disant, déjà, je voudrais commencer à remercier tous les producteurs, tous les distributeurs, tous les acteurs qui m'ont dit non. Ça m'a permis de rencontrer tous ceux qui m'ont dit oui. Donc, s'apercevoir à quel point, finalement, les moments de notre existence, même qu'on imagine aller à notre rencontre, servent aussi notre trajectoire et servent ce fameux cheminement avant d'atteindre, finalement, l'objectif qui est le nôtre. Et si on revient au cœur de l'actualité, il y a un exemple aussi qu'on peut prendre parmi tant d'autres. Alors, au-delà de toutes les considérations politiques, c'est par exemple le cas Macron. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, la grande majorité des Français ne le connaissaient pas. Il y a 2 ans, il créait un parti politique auquel personne ne croyait. Et aujourd'hui, on a finalement, à 39 ans, il est le plus jeune président de la République française. Donc pour voir, il est vraiment l'illustration de ce que j'appelle le déclic, c'est-à-dire arriver là où on ne nous attendait pas, au-delà de nos espérances. Donc c'est ce que je propose au travers du livre et c'est ce qu'on va partager ensemble durant les prochaines minutes, c'est de renouer avec le goût du possible et cette fameuse question « et pourquoi pas moi ?» Et pourquoi pas moi, finalement? C'est vraiment la question. Souvent, on se refuse plein de choses, on n'ose pas, on ne s'autorise pas, et pourquoi pas moi? Et ce que cette enquête m'a vraiment démontré au travers de toutes ces rencontres, de tous ces parcours, c'est que, 1, rien n'est figé ni limité, que la vie a ce talent extraordinaire d'être éternellement réajustable, et que les seules limites, finalement, sont celles que l'on se donne. 2, qu'on a un potentiel, mais extraordinaire, et que ne pas exploiter les ressources qui sont les nôtres, c'est finalement habiter dans une hutte, alors qu'on possède un palais. Et malheureusement, on attend souvent d'être confronté à l'adversité pour aller en quelque sorte, ce que je dis souvent, aller chercher son geyser au cœur du désert. Voilà. Et le but d'un déclic, c'est éviter d'aller face aux secousses sismiques, c'est au contraire avoir suffisamment confiance en la vie pour habiter l'inconnu avec confiance, ce qu'implique en général, évidemment, un déclic. Et évidemment, cette enquête aussi m'a révélé, c'est que la vie est une aventure pour tous, sans exception. Mais une aventure avec un grand A, hein, c'est-à-dire avec ses fragilités, avec ses facilités, avec des hauts, avec des bas. Je me souviens Jean d'Ormesson qui disait que la vie est à la fois une vallée de roses et une vallée de larmes. Et tout notre talent, c'est de déployer notre potentiel, justement, au moment où la vie vient, d'une certaine manière, ce que j'aime bien dire, vient nous convoquer. Voilà. Et en général, elle ne vient jamais nous convoquer par hasard,
quand elle vient nous convoquer, c'est qu'elle vient nous réveiller, elle vient nous révéler et elle vient nous permettre de nous élever. Voilà. Donc le déclic, c'est quoi? Alors le déclic, c'est simple, c'est des valeurs, hein. C'est du courage, c'est de la persévérance, c'est de l'audace. C'est aussi une certaine manière, moi j'aime bien Aristote qui disait que finalement le génie c'est avoir un grain de folie, c'est qu'il n'y a pas de génie sans grain de folie. Alors le grain de folie c'est pas l'inconstance, c'est pas l'insouciance, c'est un moment oser faire le pas là où les autres s'arrêtent. Et souvent donc quand on m'a interviewé, on m'avait dit mais si vous deviez résumer en une phrase ce qu'est le déclic, vous en diriez quoi? Eh bien le déclic c'est simple, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de nous élever? Qu'est-ce qui nous freine? C'est la peur. Donc, évidemment, le déclic, on va y trouver plusieurs leviers pour actionner cette notion de déclic. Soit on va actionner le déclic parce qu'on va avoir envie de renouer avec une envie, avec un désir. On va actionner le déclic soit par conviction, ou aussi, parfois aussi, par insatisfaction. Et moi, je suis favorable à la satisfaction parce que je trouve que c'est l'insatisfaction qui crée l'action, qui à un moment nous fait dire, voilà, on va aller chercher une puissance de vie finalement à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que c'est ce que vraiment je porte dans le livre, c'est cette notion d'action. C'est-à-dire que moi, je crois à l'action, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait émerger les opportunités? C'est l'action. Coluche disait, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Donc l'action, c'est finalement un moment se mettre dans une dynamique qui va nous permettre d'aller saisir des opportunités, ce que Machiavel appelait la bonne fortune. C'est-à-dire que ceux qu'on imagine prétendument plus chanceux ne le sont uniquement parce qu'ils viennent provoquer des initiatives. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir véritablement créer des opportunités. Alors au moment où on actionne ce déclic, il faut savoir, c'est qu'on est seul. Ça, c'est la règle. En revanche, une fois qu'on a fait ce premier pas, la vie nous accompagne sur le cheminement post-déclic, c'est-à-dire qu'on va être confronté, mais favorablement, à des opportunités, à des synchronicités. Encore faut-il savoir les saisir. J'aime beaucoup cette phrase de Coluche qui disait « À ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. » Voilà. Et aussi, encore faut-il les saisir, et encore faut-il avoir fait les choix pour les bonnes raisons. Pas les choix dans un esprit de revanche, pas les choix par opportunisme, pas les choix pour nourrir un ego. On revient à l'idée du choix bien et du choix juste. Donc moi, je m'inscris vraiment dans une dynamique opti-réaliste. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à l'optimisme béat et niais qui met, à mon sens, aujourd'hui, beaucoup de gens en souffrance. C'est-à-dire qu'on est les premiers acteurs et instigateurs, finalement, des choses qui nous arrivent et aussi qu'on décide de mettre en action. Donc le petit réalisme, c'est quoi? C'est espérer moins, agir plus. Quand j'entends souvent à l'approche des élections les politiques qui nous parlent d'espérance, d'espoir, dans espoir, il y a poire. Et dans espérance, l'espérance, c'est placer finalement les gens dans une forme d'assistance, dans une forme de dépendance, et c'est comme si on imprégnait en eux l'idée d'un manque d'ambition personnelle et une incapacité à aller décrocher sa propre victoire. Donc finalement, c'est placer les gens dans une forme d'infantilisation. Et quand vous placez les gens dans une forme d'infantilisation, c'est une manière aussi de garder le pouvoir. Donc pourquoi se mettre en action? Tout simplement, moi je crois à la notion de projet, l'idée de se projeter. On dit souvent qu'une personne qui n'a pas de projet, finalement, elle devient un ennemi pour elle-même. Tout simplement parce que la notion de projet, elle nous place dans une dynamique d'envie, dans une dynamique, dans une perspective favorable. Moi je dis souvent que la vie c'est une aventure, c'est qu'à la fois il faut en être digne et ne pas être dupe. En être digne, c'est mettre toute son énergie au service de sa vie. Et quelle plus belle ambition que de mettre cette énergie au service de sa vie, au service de sa propre réalisation. Qu'on se doit à soi-même, mais pas seulement. C'est-à-dire que moi, je considère que je ne suis pas dans un petit optimisme personnel, égocentrique. Quand on se met en action, on sert à la fois sa trajectoire personnelle et on va même au-delà. On sert toute une lignée familiale, voilà, parce qu'on doit aussi, notre parcours nous incite à élever notre lignée
familiale, sur des registres différents, et on participe aussi à l'évolution d'une société. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, faire ça sur son petit terrain. Et surtout rappeler, c'est que la vie n'est pas linéaire. C'est-à-dire que souvent, et encore davantage dans la société dans laquelle on est, on voudrait rester dans un petit cadre de protection. Sauf qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un curseur, la liberté et la sécurité. La sécurité, elle est rassurante, mais elle n'est pas épanouissante. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où on a envie d'un cadre qui nous protège, qui vient nous sécuriser, mais qui en vient aussi à brider notre potentiel. Et il est là le problème, c'est qu'il y a un moment où la vie, si on n'actionne pas finalement cette démarche du changement, c'est-à-dire que le changement en soi ne crée pas la souffrance. Ce qui crée la souffrance, c'est la résistance au changement. On y reviendra dans quelques instants quand on est justement dans la rétention, c'est-à-dire comme on s'endort finalement sur une autoroute linéaire et ennuyeuse, on somnole aussi au volant de sa vie, égard au réveil, en général brutal. Donc soit on prend la décision soi-même, un moment, d'actionner ce changement, ce qui implique évidemment du courage, ce qui implique une confiance en la vie, ce qui implique d'habiter l'inconnu avec confiance, soit on reste bloqué. Et c'est là où la vie va rentrer en jeu. C'est là où la vie va intervenir, moi ce que j'appelle les secousses sismiques, en général qu'on a du mal à accueillir parce qu'on croit les subir. Alors que la vie va venir à cet instant-là nous offrir le courage qu'on n'a pas su s'offrir finalement à soi-même pour accompagner ce triptyque, nous réveiller, nous révéler et nous élever. Et c'est à ce moment-là où, à mon sens, on a une vraie carte à jouer. On a deux possibilités sur ce scénario qui vient à nous, face auquel on est en résistance, puisqu'en l'occurrence, ce n'est pas celui que notre ego avait imaginé. On a deux possibilités. Soit on se raccroche aux branches du passé, et en général, ce qui nous met en résistance nous met en souffrance. Et là, ça va être long, ça va être douloureux, et souvent on perd beaucoup de temps et on perd beaucoup d'énergie. Soit au contraire, on décide, moi j'aime beaucoup cette phrase, de pagayer dans le sens du courant de la vie, parce que de toute manière, avec ou sans nous, la vie continue. Donc autant que ça soit avec nous, et parmi justement les personnalités qui sont dans le livre, il y a également Éric Emmanuel Schmitt, qui dit à juste titre, c'est qu'un homme est fait de circonstances et de choix. On n'a aucun pouvoir sur les circonstances extérieures. Voilà, il y a des choses qui viennent à nous qu'on n'avait pas prévues, mais en revanche, on a toujours le pouvoir sur nos choix, sur la manière dont on accueille une situation. Soit on rentre en résistance, et là l'ego dit, c'est pas le scénario auquel j'avais imaginé, je rentre en résistance, je veux que ça se passe comme j'ai prévu. Sauf que parfois dans la vie, les choses se passent, et c'est très bien, et parfois elles ne se passent pas comme on avait imaginé, et c'est très bien aussi, et on le découvre souvent a posteriori, mais en avoir conscience permet à la fois de préserver son énergie et aussi, finalement, de tracer sa route. Donc ce qu'on apprend, c'est finalement à aimer la vie et à accueillir la vie dans toutes ses nuances. Et quand je dis vraiment, c'est que de la vie, on doit en être digne, c'est qu'au moment où on est confronté à l'adversité, ce qui va nous arriver tous, sans exception, c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à ces parcours de vie de personnalité, c'est-à-dire que nous sommes tous à l'école de la vie, sans exception, avec des apprentissages qui sont différents d'une personne à l'autre. Vous savez, on imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le gazon est finalement factice. Donc, on est tous à l'école de la vie. Et ce qui est formidable, moi j'aime bien cette idée d'école, c'est qu'on est tous à l'école de la vie. La vie est une salle de classe où on apprend tous les jours. Et plus on apprend avec conscience et avec aisance, et plus on avance rapidement et moins on redouble. Alors parfois on n'a pas envie et on redouble, mais c'est toujours l'idée d'avoir conscience que les choses, que la vie aussi, a souvent plus d'imagination que nous. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'ego, vous savez, le cerveau reptilien qui est l'idée du territoire, qui veut toujours avoir la maîtrise des choses. Mais parfois, la vie, finalement, quand elle s'en mêle, c'est aussi très bien. Voilà, la vie a souvent plus d'imagination que nous, et quand elle vient nous bousculer, c'est aussi pour venir réajuster notre trajectoire. Et surtout se souvenir que les chemins détournés,
viennent toujours finalement aussi servir notre trajectoire. On ne perd jamais le capital de nos expériences passées. Toutes nos expériences viennent s'accumuler, s'additionner les unes aux autres pour réajuster notre trajectoire. Donc là aussi, on y arrive, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient nous freiner à faire ce premier pas que l'on convoite et qui peut faire toute une différence dans une vie. On y arrive, c'est la peur. Voilà, c'est-à-dire que c'est le triptyque. Le mental fournit la peur et la peur fournit l'ego. Souvent, vous savez, derrière la timidité, on a souvent beaucoup de... Moi, je fais partie, comme les gens qu'on a souvent retrouvés en télévision, en radio, moi, je fais partie des timides. J'étais très timide enfant. On retrouve beaucoup, d'ailleurs, d'anciens timides en radio et en télévision. Donc, montrer à quel point, finalement, on a une capacité à se transcender et à transcender son parcours, à changer la donne, à changer la trajectoire. Et souvent, quand on voit quelqu'un de timide, on a beaucoup de compassion envers une personne timide. On a envie de l'accompagner, on a envie de lui être favorable, de lui faciliter le chemin. Et je trouve ça très intéressant. C'était Éric Emmanuel Schmitt qui, pendant des années aussi, faisait preuve d'une grande timidité, à tel point c'est qu'il avait décidé d'être metteur en scène plutôt qu'acteur, et qu'aujourd'hui, en arrivant à son âge, ça y est, il fait le premier pas et maintenant il va sur scène. En fin de compte, derrière la timidité, il y a aussi beaucoup d'orgueil. C'est-à-dire que ça n'est pas de l'autre dont on a peur. On a peur de soi-même, on a peur de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on aimerait projeter de soi auprès des autres. Donc, il faut toujours dépasser, se dire que derrière la peur, il y a toujours l'ego. Souvent, vous savez, on a toujours peur, de toute manière, avant de se mettre en action. C'est comme les animaux. Vous savez, avant de partir au combat, on a toujours peur. Sauf qu'une fois qu'on est dans la dynamique d'action, je peux vous garantir qu'on n'a plus peur. Quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. En revanche, le premier pas, il dépend de nous. Là encore, il ne faut pas être dupe. Voilà, il faut être digne de la vie et ne pas être dupe. Le premier pas dépend de nous, mais après, sur le cheminement post-déclic, je peux vous garantir, voilà, en ayant eu vraiment l'expérience de la vie, la rencontre de toutes ces personnalités qui ont eu des parcours extraordinaires, qu'on n'imagine pas. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Alain Ducasse. Alain Ducasse, il fait partie de ces personnalités qui sont dans le livre que j'ai appelé les ressorts insubmersibles. C'est-à-dire des gens pour qui tout allait bien. Ils étaient vraiment sur leur trajectoire de vie, sur leur voie de la consécration. Et un jour, il y a le grain de sable qui vient enrayer la mécanique. Le grain de sable, c'est quoi? C'est un accident de la vie, c'est une maladie, c'est une séparation, c'est un licenciement. Et Alain Ducasse, lui, il a été le plus jeune chef étoilé. À 28 ans, il décrochait déjà 2 étoiles au Michelin. Donc il était sur la voie de la consécration. Le directeur du Byblos lui propose un jour de l'accompagner pour faire la carte du Byblos de Courchevel qu'il allait créer. Et un jour, il quitte Saint-Tropez dans un petit hélicoptère. Les conditions météorologiques sont mauvaises. Et il y a un moment où l'hélicoptère percute le flanc d'une montagne. C'est le crash. Tout le monde décède, sauf une personne, Alain Ducasse. Il va être le seul survivant de ce crash aérien. Et en fin de compte, il va donc aller à l'hôpital, il va subir beaucoup d'opérations, il va être immobilisé de longs mois. Et en étant immobilisé, c'est ce que j'appelle le sursaut de la convalescence, il va découvrir non seulement qu'il peut être un très grand chef étoilé, mais qu'en plus, il va pouvoir gérer en un lieu fixe différents lieux et qu'il va pouvoir, bien au-delà, créer un empire culinaire. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans le cheminement de la vie, souvent, je disais que la vie était magique. On me reprenait en me disant « Non, non, Charlotte, la vie est merveilleuse ». Pour aller plus loin dans l'histoire, il a rencontré sa femme, qui est aujourd'hui la mère de ses enfants, dans un avion. Donc, pour dire à quel point, finalement, parfois, voilà, il faut savoir dépasser les peurs pour véritablement aller décrocher de belles victoires. Donc, montrer à quel point, finalement, dans ces personnalités, soit certaines n'avaient pas les cartes favorables au départ. Donc là, on se dit, ah ben non, mais c'est pas pour moi. Non, non, c'est pas pour moi, je ne mérite pas, je ne suis pas abonné à la réussite, à la réalisation. Quand je parle de réussite, c'est toujours l'idée de la réalisation. On n'est pas dans la réussite obligatoirement financière. Certains y ont accédé, mais on n'est pas forcément
sur ce terreau-là. Donc c'est véritablement montrer à quel point rien n'est figé ni limité dans la vie et qu'on a tous le potentiel extraordinaire de changer la donne et de renverser la trajectoire d'une vie. Je parle par exemple... alors j'ai pris beaucoup d'exemples parce que je me suis dit qu'on allait me dire ce sont les exceptions à la règle. Mais en fin de compte, en menant cette enquête, j'ai découvert... C'est comme quand vous prenez une pelote de laine, vous tirez sur un fil et tout d'un coup, tout vient. Et on s'aperçoit que tous, on a une petite histoire au cœur de notre grande histoire. Et quand je vois par exemple une personne comme Nicole Castioni, qui aujourd'hui est juge au tribunal criminel à Genève, qui est l'équivalent de la cour d'assises ici en France, et qui est ancienne prostituée, on se dit, c'est un cas extrême évidemment, mais on se dit à quel point nous-mêmes, nous sommes parfois des petits joueurs au cœur de notre vie, et qu'on s'évite et qu'on esquive et qu'on trouve des alibis assez incroyables pour s'empêcher d'aller décrocher sa victoire. Et d'ailleurs, tous les alibis, ça ne correspond qu'à de la mise en scène. Hein. C'est la mise en scène qu'on se crée pour ne pas y aller. La dernière fois, on me disait « Ah bah oui, mais à 50 ans, c'est plus difficile de trouver un travail. » Mais on trouve toujours des alibis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on a moins de 50 ans, quand on a moins de 40 ans, c'est difficile de trouver un travail parce qu'on est en âge de procréer. Donc, si on veut, on peut toujours trouver des alibis. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être dupe de notre capacité finalement à nous mettre avec beaucoup de talent une balle dans le pied. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu à un moment se déconnecter, se regarder fonctionner et voir à quel point on est les premiers ennemis finalement de notre propre trajectoire. Alors évidemment, quand on parle de la peur, on va parler de l'ego. Et moi, je suis dans l'idée de réhabiliter finalement les vertus de l'échec. Les échecs qui ne sont pas des échecs, mais qui sont des leçons et des apprentissages qui viennent réajuster notre trajectoire de vie. Et aussi, parmi les valeurs à faire ressortir, c'est la persévérance. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faudrait tout de suite et très rapidement. Sauf que la vie vient aussi tester notre degré de motivation et notre capacité à vouloir vraiment et longtemps. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est de la confiance plus de la patience. C'est-à-dire, c'est faire soi-même les choses, se mettre en action et laisser aussi la vie faire son ouvrage. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas s'exempter de l'action qui est la nôtre, que l'on doit à sa propre trajectoire, mais il faut aussi laisser la vie faire son ouvrage. Sauf que quand on en vient à brider sa vie parce qu'on veut un cadre qui nous rassure, on empêche aussi la vie d'œuvrer et c'est là où on vient brider son potentiel et où on vient brider sa vie. Et enfin, j'aimerais aussi, je regarde l'heure, mais c'est bon, on est dans le timing, parler aussi de l'entourage. Parce que là aussi, quand on décide à un moment de se mettre en action, les personnes les plus proches de nous qui nous veulent le plus grand bien sont aussi celles qui viennent souvent nous protéger excessivement et qui viennent aussi limiter finalement notre mise en action dans le fait d'actionner ce déclic. Donc là encore, ne pas être dupe que finalement les autres projettent souvent les peurs qui sont les leurs. On nous reproche souvent finalement l'audace que les autres n'osent pas prendre. On nous reproche souvent finalement la persévérance que les autres n'ont pas. Donc là aussi, être toujours très vigilant et vraiment avoir l'ancrage de cette motivation qui est la nôtre à un moment où on actionne justement cette mise en déclic. Et surtout rappeler, c'est que ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger finalement aussi ceux qui essaient. C'est-à-dire que quand on décide à un moment d'actionner le déclic, on renvoie aussi aux autres le déclic qu'ils n'ont pas eu, qu'ils n'arrivent pas à actionner et qui les empêche d'aller décrocher leur propre victoire. Donc là aussi, il ne faut pas être dupe que sur sa propre trajectoire, on est seul. On est entouré de gens que l'on aime, qui nous aiment infiniment, avec intensité, profondeur et bienveillance, mais sur notre trajectoire, au moment où on fermera finalement les paupières, au moment du grand sommeil, on sera face à nous-mêmes, aux choix qui auront été les nôtres et aux non-choix aussi qui auront été les nôtres. Donc là encore, aujourd'hui on nous dit souvent « Ah, il faut oser, ah, il faut de l'audace ». Mais moi je trouve qu'avant d'oser, il faut déjà
s'autoriser à. Et il est là aussi le problème, c'est quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je me donne suffisamment de valeur pour m'autoriser à aller décrocher la victoire qui est la mienne? Donc là, c'est aussi cette capacité finalement, on revient toujours dans l'idée de l'estime de soi, et souvent je dis que quand on est confronté à la maladie, on dit souvent que la guérison, c'est l'autorisation que l'on se donne. Donc là aussi, c'est-à-dire quelle est la valeur que je me donne pour m'autoriser à faire ce pas qui viendra nourrir finalement les prochaines années qui sont les miennes. Voilà donc en quelques mots ce que je peux partager avec vous. Je vous propose, si vous le souhaitez, voilà, on peut aussi échanger voilà, en fonction du parcours qui est le vôtre, ou en tout cas peut-être des questions qui ont pu émerger au fil de mon intervention. Voilà. Alors je regarde en même temps si j'ai oublié des choses. Et vous voyez, parmi les personnes que j'avais rencontrées, une fois j'avais reçu une psychothérapeute qui m'avait dit, en général, quand je reçois des patients en cabinet, la première question que je leur pose, c'est, et d'ailleurs c'est la question que je vais vous poser avec laquelle vous allez repartir pour le week-end, et si tout était possible? C'est-à-dire, et si tout était possible? Voilà. De quoi auriez-vous envie? Qu'est-ce que vous décideriez si tout était possible? Et souvent, cette psychothérapeute, quand elle posait cette première question, souvent elle me dit, mais j'avais un blanc, le blanc. Là, il y avait tellement un horizon qui s'offrait à nous, et c'est formidable quand il y a un horizon. Le problème, c'est quand l'horizon est limité, là, ça pose un problème parce qu'on ne va pas créer des opportunités. Hein. C'est toujours l'idée d'aller saisir le champ des possibles, le champ des potentialités. Donc là, c'était la page blanche. Donc elle relançait l'échange, elle disait, bon allez, on imagine, mettez-vous dans la posture, si tout était possible, de quoi auriez-vous envie, qu'est-ce que vous mettriez finalement en action? Et là, ça y est, l'étincelle, et là, on lui répondait, mais alors à 90%, elle me disait, on me répondait, ah si j'ai une idée, oui, mais. Voilà, et c'est le mais qui est en trop. Voilà, c'est-à-dire oui, mais, c'est-à-dire qu'on a tellement peur, c'est-à-dire de l'échec, on a peur du regard des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas être à la hauteur, et c'est toutes ces peurs qui finalement nous brident. Voilà. Et souvent, on imagine toujours que mais pour certaines personnes, c'est plus facile, etc. Là aussi, c'est ce qui ressort aussi du livre, c'est qu'on se construit aussi sur ses fragilités. On se construit avec ses forces, ses facultés, mais aussi sur ses fragilités. Par exemple, je vous donne un exemple. Hervé de la Martinière, qui est aujourd'hui un des grands éditeurs de la place de Paris, enfant, donc lui, il n'a pas eu forcément les cartes favorables au départ. C'est qu'enfant, c'était un élève très turbulent en classe. Très, très turbulent, insolent. Puis un jour, le maître d'école passe derrière lui et lui donne une tape sur l'oreille. Et là, la claque est mal passée, trop forte, mal passée, etc. Et il développe une surdité. Ce qui fait qu'il va passer au moins 12 opérations pour retrouver justement cette audition. Et c'est en étant seul, isolé dans la chambre souvent aseptisée de l'hôpital, qu'il va découvrir le goût de la lecture et qui va actionner tout ce cheminement pour aujourd'hui être un des plus grands éditeurs de la place de Paris. Donc là aussi, on se construit aussi sur ses fragilités. Et c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça qu'il ne faut pas finalement venir formater. Au contraire, il faut déployer tout son potentiel et accueillir finalement tout ce qu'on est, parce que c'est aussi ce qui va permettre d'actionner le cheminement. Alors, est-ce qu'éventuellement il y a des questions? Sinon, je peux encore poursuivre. Hein. Il y a toujours matière, mais en tout cas avec plaisir. Alors tenez, est-ce que là il y a un micro? Alors, est-ce que voilà, on va vous. C'est le micro jaune. Oui, merci pour la générosité de votre présentation. Vous nous avez parlé beaucoup des autres, peut-être un peu moins, enfin, vous nous avez parlé un peu de vous. La question que je me posais, c'est que par rapport au déclic que vous nous avez exposé chez vous, et du coup qui a donné lieu à cet ouvrage, vous parlez de la question de l'importance de l'entourage, et en même temps qui peut parfois être un peu inquiet. Enfin, vous avez parlé de la question de la sécurité aussi. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des tiers extérieurs? Parce que je trouve ça intéressant. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris cette décision, je n'avais rien après.
Et ça, c'est aussi le déclic, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la vie vient aussi tester notre courage. Je n'avais rien après, je n'avais pas de proches sur lesquels me reposer, donc j'étais vraiment... Mais je sentais à un moment, donc si on rentre vraiment dans le détail, mais très rapidement, c'est-à-dire que, vous savez, on passe toute notre vie finalement à mettre des masques pour se protéger. Et moi, enfant, j'avais une très grande sensibilité, et donc je me suis dit que s'il fallait que je fasse quelque chose dans ma vie, il fallait surtout que je mette les masques devant la sensibilité encore davantage dans ce milieu-là. Donc, j'ai développé quelque chose d'autre que j'ai aussi en moi, c'est l'enthousiasme, la joie de vivre. Donc, à chaque fois, on me choisissait toujours pour ça. C'est-à-dire, on se dit, dès qu'il y avait quelqu'un un peu compliqué à gérer, on se disait, allez hop, on va mettre Charlotte, avec Charlotte, tout va bien se passer, etc. Et il y a un moment de mon histoire où je me suis sentie amputée d'une partie de moi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de personnes aux alentours de la cinquantaine au moment de ce livre. Et je pense qu'à un moment de son histoire, on a exprimé toute une partie de soi et on a bridé la partie qui est parfois la plus subtile de nous-mêmes, sur laquelle on peut se construire, parce que finalement, c'est la partie dont on a peur. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis sentie mais complètement amputée d'une partie de moi. Et je me suis dit, allez, je vais faire le virage à 180 degrés. Je suis passée de l'univers audiovisuel, verbal, à l'univers écrit. Je suis passée du travail collectif au travail individuel. J'étais seule devant mon ordinateur, mais je savais à ce moment-là, je savais que c'était maintenant. Voilà. Et là encore, c'est-à-dire que quand j'ai pris ma décision, donc j'ai dit... non, quoi. C'est-à-dire que j'ai senti ce moment d'émotion et je n'ai jamais regretté, je n'ai jamais regardé dans le rétroviseur. Et ce qui est formidable, c'est que là, ce qui m'a permis ensuite de poursuivre et d'écrire ce livre, parce qu'on a besoin aussi d'une visibilité financière, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce premier pas, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que 2 mois après, on m'appelait pour animer des colloques, des débats, des plénières, ce que je fais aussi en parallèle de cette activité journalistique. Donc, ce qui m'a permis d'avoir du temps et de pouvoir écrire ce livre. Mais au moment où j'ai pris le choix, j'étais seule face à ma décision, mais je sentais que c'était quelque chose de vital. Sinon, j'allais m'éteindre à petit feu. Et souvent, quand on s'éteint à petit feu, le réveil est plus long à faire. Et je sentais que c'était plus juste pour moi. Je le faisais très bien, j'étais en vitesse de croisière, j'avais aucune raison, mais c'était plus moi. C'était plus ce dont j'avais envie. J'ai pas fait ce choix contre les autres, j'ai fait ce choix pour moi. Et à ce moment-là où j'ai vu justement ces synchronicités, ces opportunités arriver, ces événements, alors que j'en avais pas fait depuis je sais pas combien de temps, qu'il y en avait 3, là je me suis dit, Charlotte, la vie t'offre cette visibilité financière. Si tu ne fais pas le livre maintenant, tu ne le feras jamais. Et je n'avais aucun contact dans les maisons d'édition. J'avais jamais écrit de livre. J'étais en train de dire non à un producteur. Donc j'étais vraiment, j'étais seule face à mon choix, comme on est toujours seul face à un déclic. Mais par contre, après, c'est vrai que c'est formidable, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, vous voyez, même par exemple, là, donc le livre est sorti. J'ai eu vraiment une très belle visibilité dans les médias. Et même là, j'ai rien demandé. Et il y a une maison d'édition qui a contacté ma maison d'édition pour acheter les droits pour le faire en livre de poche. Voilà. Mais le premier pas, j'étais seule face à moi-même. Mais en effet, j'ai eu peur. C'est-à-dire que quand j'étais dans le côté rationnel avec ma feuille de papier, et quand cette amie, vraiment, c'est un moment d'émotion pour moi, elle m'a dit, mais Charlotte, mais qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et là, vraiment, les larmes, j'aimerais tellement leur dire non. Ah, mais j'avais les chocottes, quoi. J'avais peur de perdre, je ne savais pas vers quoi j'allais, j'avais fait que ça pendant des années, on allait m'oublier, mais c'est pas grave. Mais voilà, et donc il ne faut pas être dupe de ces peurs qui émergent. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a tout qui... Et moi, j'aime l'idée que la vie, elle est sur le terrain. C'est-à-dire que souvent, on est là pendant des années à lire des livres. Moi, je ne suis pas du tout dans le dogmatisme. Suivre une règle, être dans les livres. La vie, elle est sur le terrain. Elle est au quotidien. Donc, et souvent, on est là à chercher des solutions dans les livres. Sauf qu'il y a un très beau proverbe chinois qui dit que ce n'est pas en remuant la vase qu'on aide l'eau à s'éclaircir. Voilà. Donc il y a un moment où à se regarder, c'est bien d'avoir un panorama d'où on vient, qui je suis, où je vais, mais il y a un moment, il faut arrêter, il faut passer à l'action. Voilà. Et moi, je crois beaucoup à l'exemplarité. C'est pour ça que je me suis assez intéressée à ces parcours de vie. Je crois à l'exemplarité, à la contagiosité. On a totalement passé l'âge d'avoir des règles. Ça, les maisons d'édition, elles adorent les règles. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, comme ça, c'est structuré, etc. Sauf que la vie, c'est tout sauf un cadre.
On est tous différents, on a tous des parcours différents. Et ce qui m'intéressait aussi au travers de toutes ces personnalités, c'est d'apporter des sensibilités différentes, des tonalités différentes. C'est d'ouvrir finalement le panorama de ce qu'est la vie. C'est comme, vous savez, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année. Vous y croyez 15 jours, tout simplement parce que ça parle au mental. Sauf que quand on est sur le quotidien, sur la vie, sur une personne, sur une trajectoire de vie, là, on parle finalement aux tripes et au cœur. On parle à ce qu'est la vie. La vie, c'est pas des principes, des règles toutes faites, voilà, c'est beaucoup plus global. Donc après, c'est chacun doit... Souvent, on m'a dit, mais quels sont les gens qui ont marqué votre esprit dans les invités que vous avez eus? Moi, je suis pas dogmatique, donc j'ai pris plein de gens, je me suis inspirée de plein de gens, j'ai butiné et j'ai fait après ma propre recette par rapport à mon parcours, à mon enfance, finalement à ce qu'a été ma vie. Donc voilà pour quelques petits mots. Voilà. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, je voulais savoir si par hasard vous aviez eu une routine pendant cette période où vous avez complètement fait une transition, enfin une reconversion. Et est-ce que vous avez des conseils aussi au niveau pratique? Peut-être avez-vous fait plus de sport ou peut-être avez-vous été coaché par quelqu'un ou fait une thérapie? Enfin, c'est des petites questions. Non, en fin de compte, j'avais juste envie, quoi. C'est-à-dire qu'on revient, le déclic, c'est quand l'envie est plus forte que la peur. Alors après, non, je ne me suis pas sentie dans un vide puisque je l'avais choisi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le déclic, quand on le choisit, il est plus facile que quand on a le sentiment de le subir, mais on ne le subit pas. C'est juste que la vie, à un moment, elle vient nous bousculer parce qu'on mérite mieux, parce que on est trop petits joueurs et qu'à un moment, il faut aller venir réveiller la bête d'une certaine manière. Donc c'est vraiment ça. Donc non, j'ai pas eu de... Pas de coaching, pas besoin. Non. Et moi, je suis pas une grande adepte de la linéarité parce que je trouve qu'on s'endort. C'est-à-dire que d'ailleurs, je le dis dans le livre, si on vient sur le côté physiologique et physique, c'est sur l'alternance d'états que reposent les bienfaits du bain scandinave, du cardio-training. C'est-à-dire, moi j'aime l'action, la rétention, la production, la réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être la même personne toute une vie. Il n'y a que l'être humain qui ne veut pas changer et bouger. C'est-à-dire que regardez, il suffit de regarder les saisons. Comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans une vie et c'est sain. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 45 ans, on n'est pas la même personne qu'à 25 ans. Donc c'est totalement dans un processus naturel et ce n'est pas forcément une reconversion. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais le capital de ses expériences passées. On vient juste finalement réajuster, réorienter, affiner. On évolue seulement. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans l'évolution. Et j'aime bien notamment Thierry Marx aussi, qui est dans le livre, qui fait beaucoup d'arts martiaux, et qui explique qu'il y a un grand maître japonais dans un art martial qui avait choisi comme animal pour ses armoiries, qui avait choisi la libellule. Or, tout le monde se posait la question, pourquoi un animal comme la libellule qui apparaît si fragile, si fin, si frêle, etc. Et en fin de compte, ce qui est formidable dans la libellule, c'est que c'est un animal qui renonce jamais. C'est-à-dire que la libellule, face à l'obstacle, elle ne recule jamais. Elle change d'axe cognitif. Soit elle monte, soit elle descend, soit elle va à droite, soit elle va à gauche. Elle ne recule jamais. Et je trouve que la symbolique est belle, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'avancer et on n'est pas dans l'idée du changement. Moi, je suis aussi favorable dans l'idée de s'apporter de la douceur. On n'est pas obligé de faire un changement du jour au lendemain, radical, je dois le faire. Il faut aussi laisser maturer, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un arbre donner des fruits au moment où on plante la graine. Non mais voilà, donc c'est des choses... Donc la nature est un livre ouvert formidable. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses maturer, il faut être prêt, mais en même temps, il ne faut pas être dupe des freins qu'on se met, parce qu'on perd aussi du temps. Mais il faut aussi apporter de la douceur à tout ça, parce on a des natures différentes, il y a des personnes qui mettent plus de temps, mais ce n'est pas parce qu'on met plus de temps qu'on ne va pas aussi se réaliser dans la trajectoire qui est la nôtre. Donc il faut respecter sa nature, mais en même temps ne pas être dupe des freins qu'on trouve pour ne pas y aller, quoi. Et les rencontres surtout aussi qui font qu'on évolue vite, ou non? Qu'on évolue vite ? En tout cas, les rencontres font partie des synchronicités. Et
pour faire des rencontres, il faut être sur le terrain, il faut être dans la vie. C'est là où on va créer des opportunités finalement. Et c'est là où il va y avoir des rencontres qui vont être favorables, d'autres qui ne vont pas être favorables, mais qui vont aussi réorienter la trajectoire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les antennes finalement de sortie et accepter de rebattre les cartes du jeu. C'est ça, quoi. Comme vous disiez aussi, il ne faut pas... Alors moi, je ne suis pas trop adepte du « il faut », « on doit », « il y a qu'à ». C'est en fonction, voilà, mais parfois, c'est des types de langage. Que vous ne limitiez pas vos défis, vous défiez vos limites. Oui. Là, j'aime bien cette phrase. Oui. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Alors ça, c'est pas moi qui les non, c'est dit, pas mais vous. Voilà, mais c'est l'idée que les seules limites sont celles que l'on se fixe finalement. Dire que c'est nous-mêmes qui nous disons mais non, c'est pas possible, je ne mérite pas. Mais si, c'est-à-dire que la vie, elle est là. C'est-à-dire que la vie nous attend. La vie, elle est juste là. Elle attend qu'on fasse ce premier pas. Elle est là. Hein. Elle est disposée et disponible à nous accompagner. Encore faut-il toujours le choix juste. Encore faut-il faire le choix pour les bonnes raisons. Pas dans un esprit de revanche, mais vraiment les raisons. Les seules raisons qui vaillent, c'est les raisons du cœur, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que, je vais y mettre une énergie déployée. Et quand on fait les choix par envie et par cœur, on a une puissance de vie, mais extraordinaire. Et parfois, on est dans des moments délicats aussi d'une vie, et j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus, qui dit « C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Donc là encore, quand il y a les secousses sismiques, elles viennent nous réveiller, et finalement, elles viennent nous permettre d'accéder à des ressources insoupçonnées qu'on laisse en jachère et qui sont en nous. Donc c'est aussi, quand on est bousculé, parfois ça fait du bien aussi, et c'est pour ça que le scénario n'est pas celui auquel on avait pensé, et s'il nous était aussi favorable. Oui ? Alors, le micro, et ensuite je vous le passerai, monsieur. Quelqu'un a le micro, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous témoignez que ce qui a provoqué cette envie de changement ou d'évolution chez vous, c'était une sensation que vous aviez envie de retrouver une autre partie de vous-même. D'exprimer une autre partie de vous-même. Je me demandais si vous aviez eu rapidement, ou en tout cas si vous aviez eu le sentiment d'avoir retrouvé cette partie de vous-même et de pouvoir l'exprimer à travers cette évolution. Et est-ce que aussi le fait d'avoir passé le pas vous a fait entrevoir de nouvelles évolutions à venir ? Voilà, comment, si vous voulez bien... Oui, tout à fait. En fin de compte, alors moi je ne suis pas du tout... Alors j'ai beaucoup de chance, c'est que je ne suis... En fin de compte, je ne me raccroche pas aux branches du passé. C'est-à-dire que moi j'ai été très gâtée, j'ai fait ce que je voulais, par exemple en télévision. C'est-à-dire qu'à un moment où je trouvais la télévision aussi un peu aseptisée, tiède, et je me suis dit, mais moi je ne veux pas être dans cette tiédeur, il faut que je trace ma route. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire le livre, j'ai eu envie finalement de ne pas être dépendante d'un terreau qui n'est pas très vertueux, fructueux. J'ai eu envie de nourrir ma propre trajectoire. Et là, ce qui est formidable, en fin de compte, je pense qu'à un moment, j'ai été sollicitée pour faire les projets des autres, et je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais envie d'être à l'origine du projet qui était le mien. Et je pense que c'est aussi ça, et je pense que j'ai eu envie donc d'être en cohérence, pas seulement avec le projet qu'on me proposait, mais d'en être l'instigatrice. Et c'est là où, au-delà du fait de sortir le livre, moi aussi, j'ai vu à quel point j'ai trouvé un moment des alibis pour pas écrire le livre, la famille, l'argent, etc., etc. Et en fin de compte, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un moment où j'ai perdu le fil, j'ai voulu esquiver, et en fin de compte, voilà, la symbolique a été d'autant plus forte, c'est dans l'idée de quelle est la valeur que je me donne. C'est-à-dire pendant des années, j'ai mis une énergie au profit des projets des autres. Est-ce que je vais réussir pour moi-même, pour le projet qui est le mien, sans avoir le retour des autres qui flattent mon ego en me disant « Charlotte, t'as été formidable, etc. » Est-ce que je vais m'accorder suffisamment de valeur pour mettre l'énergie que je donnais aux autres à mon profit ? Et c'est pour ça que la symbolique, au-delà qu'elle soit professionnelle, de sortir un livre, etc., c'est vraiment celle-ci. C'est-à-dire que moi, la grande récompense, ça a été celle-ci. C'est-à-dire d'oser pour moi-même, sans avoir le retour du regard des autres,
Parce que quand vous travaillez en équipe, vous faites aussi pour être aimé des autres, pour avoir la reconnaissance des autres. Mais moi, quand j'étais dans l'écriture, j'étais toute seule. Et je me suis dit, mais est-ce que, et c'est pour ça que la symbolique est d'autant plus forte quand on arrive à la fin d'un projet qu'on a monté, etc., de se dire, voilà, est-ce que, oui, voilà. Et c'est dans l'idée de s'autoriser à, on y revient à la valeur. Quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je me donne suffisamment de valeur pour mener à bien un projet qui est le mien? Alors, je vais vous faire passer le micro, monsieur. Et vraiment, je partage avec vous tout ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a beau écrire tous des livres, on est tous à l'école de la vie sans exception. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui sont passés dans la salle aujourd'hui, qui ont porté la bonne parole, etc., eux-mêmes sont eux-mêmes à l'école de la vie avec les apprentissages qui sont les leurs. Donc c'est aussi un livre comme ça, je trouve que c'est un moyen de déculpabiliser et de dire qu'on est tous, on a un point de départ, les apprentissages ne sont pas les mêmes, les points de départ ne sont pas les mêmes, mais montrer à quel point il y a des gens qui ont eu des cartes très favorables au démarrage de leur vie. Ils n'en ont pas fait un jeu favorable, et d'autres qui n'avaient pas des cartes favorables et qui en ont fait un jeu extraordinaire. Monsieur? Oui, bon, moi j'adhère totalement à ce que vous avez dit. Moi-même, j'ai eu l'expérience d'avoir quitté une situation où j'avais la sécurité pour aller vers l'insécurité. Donc, mais j'ai choisi et j'en regrette pas. Par contre, il y a une chose qui m'inquiète, pas qui m'inquiète, mais il y a le revers de la pièce dans ce que vous avez dit, vous. C'est-à-dire, c'est par rapport au milieu familial. Et là, je vais prendre des exemples. Louis Jouvet, que tout le monde connaît, comme comédien, au départ, est docteur en pharmacie. Danny Briand, que tout le monde connaît comme crooner, est au départ prothésiste dentaire. Guy Béard, que tout le monde connaît comme chanteur, est au départ ingénieur des ponts et chaussées. Ce qui veut dire que ces gens-là, et j'en passe, je pourrais encore en citer d'autres, tous ces gens-là ont été influencés par le milieu familial qui leur a dit « Bon, c'est bien, tu veux faire ça, mais enfin, écoute, c'est pas sûr. Il faut quand même que tu aies un métier ou que tu aies quelque chose dans les mains, parce qu'on ne sait jamais. » Parce qu'il y a encore, au niveau de tous ces gens que moi, je n'appelle pas les intermittents du spectacle, parce que c'est un terme que je condamne. Mais tous ces gens qui prennent une carrière qui est totalement différente se sentent un petit peu rejetés de par leur milieu familial. Et j'en ai eu des exemples de gens dont l'enfant voulait faire de la musique en disant « mais il va jamais gagner sa vie », alors qu'en fait, les gens se réalisent là-dedans. Oui, alors j'en parle aussi dans le livre. J'ai appelé ça les perchistes de l'ascenseur social. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que la fidélité à sa famille a ses limites, sa propre réalisation, et qu'on le doit non seulement à soi-même, mais aussi à sa lignée familiale. C'est-à-dire que nous sommes meilleurs que nos parents, nos enfants seront meilleurs que nous. C'est la trajectoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être un copier-coller, on est au contraire fait pour élever une lignée familiale, sur un plan soit financier, sur un plan soit spirituel, sur un plan soit culturel, il y a plein, en fonction du parcours qui est le nôtre, mais la fidélité à sa famille a ses limites, celle de sa réalisation personnelle. Et en effet, ça demande du courage, parce que dans les personnalités que j'ai rencontrées, ça demande du courage à un moment de se mettre finalement en marge du clan et de s'autoriser à réussir là où nos parents n'ont pas réussi. Voilà, et c'est ce qu'on appelle l'idée des loyautés, c'est-à-dire s'autoriser à réussir là où nos parents, s'autoriser à dépasser nos parents. C'est ça. Donc évidemment, il y a tout ce conditionnement familial, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe la première partie de notre vie à mettre des masques, ou alors à être dans un conditionnement, et on passe toute l'autre partie de notre vie, quand on se sent davantage en sécurité, à retirer progressivement, au fur et à mesure, les masques qui finalement cachent aussi une autre partie de nous-mêmes. Mais c'est le processus d'une vie, on va à son rythme, mais c'est là où on se dit que la vie est une aventure formidable. C'est-à-dire que la dernière fois, on me dit « Ah Charlotte, la vie est un combat ». La vie est dure. Non, une personne me dit « Ah mais Charlotte, la vie est dure ». Et là, je lui dis « Vous retirez le D devant ur et vous mettez aventure ». Voilà. La vie, enfin ce que je veux dire, la vie c'est des hauts, des bas, des facilités, des fragilités. La vie est aussi compliquée qu'elle peut être belle. Voilà, mais ça fait partie de l'aventure. Et tout notre talent, c'est de déployer notre potentiel et d'être à la hauteur
des moments les plus délicats de notre vie. On en a eu, on en a, on en aura, ça fait partie du processus. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de rebondir plus fort, plus déterminé. Tous ces moments-là sont des tremplins extraordinaires. D'ailleurs, Gandhi le disait bien. Hein. Gandhi le disait bien. Il disait que la meilleure expérience, ou c'est l'école de la vie. Ah mais c'est l'école. Et on ne peut pas, et on aimerait ne pas avoir à vivre certaines choses, mais on ne peut pas s'économiser. Et malheureusement, parfois, quand on est parent, on voudrait faire gagner du temps. La dernière fois, j'ai rencontré une personne qui me disait « Oh là là, j'ai mon fils, je trouve qu'il manque de confiance, etc. Je voudrais tellement lui faire gagner en confiance. » Mais pour les gens qu'on aime le plus, on ne peut pas leur faire l'économie de leurs propres apprentissages. C'est ça. Et malheureusement, même pour les personnes qu'on aime le plus, nos parents, nos enfants, on ne peut pas faire l'économie de l'apprentissage. Voilà. Donc ça fait partie du processus, mais ce qui est important, c'est le regard qu'on porte sur une situation. 90% de l'issue d'une situation complexe dépend du regard qu'on porte sur elle. Soit on raccroche aux branches du passé, soit on pagaille dans le sens du courant de la vie. Voilà. Avec l'inconnu qui est en face, avec tout, voilà, mais c'est l'aventure. Voilà. Alors je crois que, voilà. Merci beaucoup. Et je vous souhaite alors à tous un très beau week-end. Voilà, merci à vous. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.